Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand. C'est un épisode du débrief un petit peu spécial qu'on vous propose ce lundi et pour cause. Il ne vous a sûrement pas échappé que les conditions climatiques de la fin de semaine dernière ont été un petit peu compliquées, ce qui fait que de nombreux matchs, quasiment la moitié des matchs prévus et concernant nos clubs normands, ont dû être reportés à une date ultérieure. Qu'à cela ne tienne, on a un joli programme à vous proposer en National 2 comme en National 3. On va donc commencer avec, comme d'habitude, nos bonnes habitudes, justement, par la case National 2. Deux matchs sur trois ont pu être joués ce week-end. La rencontre entre l'US Granville et le Poiré-sur-Vie, le choc de bas de tableau, a dû être reporté. Le match aura lieu samedi prochain, le 30 novembre, à Louis Dior à 18h. On le traitera d'ailleurs dans un épisode du débrief qui n'était pas prévu, un épisode qui sera justement consacré à une petite salve de matchs en retard. Je reviendrai en détail sur tout cela tout à l'heure. Les Grandvillais donc contraints au repos forcé. Il y avait néanmoins deux autres rencontres, une dans le groupe B, l'US Avranches, qui après son élimination en Coupe de France du côté de Tahiti se déplaçait chez le Blois Foot 41 de Cédric Angebar. De son côté, l'AS Villers rabattait une carte importante à André Salès face à Agno. Que s'est-il passé lors de ces deux rencontres? C'est Thomas Bèze qui s'est penché sur ces deux matchs. Il faut oublier la Coupe de France et se reconcentrer sur le championnat pour les hommes de Michel Audrin qui se déplace au Blois Foot 41 de Cédric Angebar. Et dès la 9e minute de jeu, il y a un premier fait de jeu dans cette rencontre avec cette faute de Brian Ngouabidje sur JCP. C'est d'abord le carton jaune qui est sorti, mais l'arbitre change sa décision et le transforme en rouge. Malgré ça, les joueurs de Cédric Angebar qui vont se procurer une occasion sur ce corner. La réponse quelques minutes plus tard avec cette frappe de Delpech qui est trop écrasée et hors du cadre. Pas grand chose à se mettre sous la dent dans cette première période. Il faut attendre le retour des vestiaires à la 49e minute de jeu. Il y a ce centre, le gardien qui n'arrive pas à capter le ballon. Et c'est Zurab Sopromadze qui est là pour inscrire le but et ouvrir le score. Zurab Sopromadze bien aidé par le gardien. 1-0 donc pour Avranches. Blois qui est obligé de se déployer pour attaquer, laisse des espaces avec cette contre-attaque rudement menée. Et ce ballon au second poteau pour Zurab Sopromadze qui cette fois ne tergiverse pas et frappe bien fort sous la barre. 2-0. Et c'est un doublé pour le numéro 10, franco-géorgien donc. On en restera là, c'est une 3e victoire consécutive pour les hommes de Michel Audrin en championnat. Nous avons malheureusement pas d'image à vous montrer de la rencontre entre l'AS Villers et Agno suite à un problème qui est complètement indépendant de notre volonté et on s'en excuse. Mais les hommes de la Côte-Florie ont ouvert le score à la 11e minute par Omar Conté avant d'être égalisé à la 36e par Gilles Lawson. Erwan Madihi donne l'avantage à la 45e minute de jeu à Agno. Il faut attendre alors la 89e minute de jeu pour que Hamza Oudjawar égalise et permette à Villers de au moins repartir avec un point de cette rencontre. Merci Thomas, on vous laisse nous donner désormais le bilan après ces deux matchs joués par nos clubs normands, mais aussi le bilan après les matchs qui ont pu se jouer ce week-end sur les terrains des groupes B et C de National 2. Petit point sur le classement, donc une 11e journée tronquée par quelques reports, notamment l'US Granville, le Poiré-sur-Vie qui sera rejoué dès le week-end prochain. La bonne opération c'est pour l'US Avranches face à Blois, victoire donc 2-0. Match nul entre le leader l'US Saint-Malo et les Girondins de Bordeaux. L'US Saint-Malo donc qui reste toujours en tête de ce classement avec 25 points en 11 journées. L'US Avranches qui apparaît sur le podium à la 3e place devant les Girondins de Bordeaux. Donc dans la seconde partie du classement, il va falloir des points pour les Grandvillais qui sont donc à la 15e place à 3 points de la Roche-Vendée, 14e.
notamment. Prochaine journée, l'US Avranches recevra Saint-Privé-Saint-Hilaire, tandis que l'US Granville ira à Poitiers le 7 décembre prochain. Du côté du groupe C, il y a eu aussi 3 matchs reportés. Chambly contre Furiani, Créteil contre Bobigny ou Biessem contre Beauvais. Le match nul de Villers face à Agno, c'est pas forcément une bonne opération pour les joueurs de la Côte-Florie. Match nul également entre Chantilly et Épinal et pas de but entre Balagne et le leader Fleury 91. Fleury 91 qui reste aux commandes de ce groupe C, on le voit au classement avec Bobigny et Balagne toujours pour compléter le podium. Et dans la seconde partie de ce classement, statu quo pour l'AS Villers, toujours à 3 points de son adversaire du week-end, Agno, qui compte toujours un match en moins. Il va falloir enchaîner les bons résultats et ce sera peut-être décisif dans 15 jours pour les joueurs de la Côte-Florie avec ce déplacement à Épinal. Un déplacement qui peut déjà être décisif pour la suite du championnat des joueurs de l'AS Villers. Et on passe à une partie National 3 qui, comme vous allez le voir, a elle aussi été amputée de nombreux matchs. On va commencer par le groupe C. Il n'y aura qu'une rencontre à vous proposer puisque 2 matchs ont été reportés dans cette poule concernant nos clubs normands. Le FC Saint-Lô devait recevoir Milizac. De son côté, le FC Flers était censé affronter le Van Ossé au stade du Hazé. Ces 2 rencontres auront lieu samedi prochain. Il n'y a donc qu'une rencontre à vous proposer. Mais quelle rencontre! Une superbe partie entre Plabennec et l'AS Virois. Une partie qui s'est pourtant disputée dans des conditions très compliqué, beaucoup de vent, de la pluie, bref, pas évident de faire du jeu et pourtant ça a été un véritable festival d'occasion et ça commence pour les Bretons. On est en tout début de match et cette frappe n'est pas loin d'aller accrocher la lucarne de Louis Deschâteaux. Louis Deschâteaux, on en reparlera beaucoup dans ce résumé, vous allez le voir, les Virois qui sont à l'attaque, vous voyez avec le vent de face, c'est pas évident, même cette transmission finalement fait les affaires de Matteo Mendy, la frappe derrière de Robin Legendre qui est arrêté. Les Virois qui vont s'en remettre, un coup de pied arrêté et la jolie tête de Thomas Chenel, 15e minute, Vire qui prend les devants à l'extérieur, le défenseur central Thomas Chenel qui malheureusement va se blesser lors de cette partie et on a appris dernièrement que c'était les croisés, donc bon courage d'ores et déjà Thomas Chenel. La suite de cette partie après l'ouverture de l'ancien malherbiste, eh bien c'est un récital de Louis Deschâteaux, 2e arrêt de la part du capitaine Virois sur cette tentative de Plabennec d'égaliser. Les Virois qui profitent de cette erreur pour se porter à l'attaque, l'opportunité pour les Virois de se montrer dangereux. Il y a faute sur Redalan Rabet, le pénalty est sifflé, on est à la 22e minute et Matteo Mendy ne tremble pas. L'AF Virois qui réussit une entame de match tonitruante et qui mène 2-0 chez l'un des mal classés. Plabennec qui va tenter de résister, mais c'est encore Louis Deschâteaux qui fait merveille sur cette tentative finalement avorté. C'était la tête d'un Virois, nouvelle grosse opportunité, vous le voyez pour les Virois. C'est un match où ça va d'un but à l'autre, superbe frappe, le vent n'aidant pas forcément sur cette trajectoire, mais Louis Deschâteaux est impérial. On est désormais passé en deuxième période, il y a ce magnifique coup franc de Lucas Bretagne, les Virois qui sont offensifs, les joueurs de Plabennec aussi, mais encore, une fois encore, l'impérial Louis Deschâteaux qui réalise une performance somptueuse. Les Virois qui procèdent en contre, Matteo Mendy qui part à la limite du hors-jeu et qui vient inscrire son doublé personnel. Matteo Mendy, 71e minute, qui permet à l'AF Virois de prendre définitivement les devants. Il y aura bien sûr d'autres situations dans cette partie, ce face-à-face mal négocié par les Virois, mais les boulevards sont ouverts dans la défense de Plabennec et Erwan Kassinski à la 83e minute qui vient ajouter son petit but, 4-0 pour les Virois. Alors l'idéal pour Vire et surtout pour Louis Deschâteaux, ce serait de signer un clean sheet dans cette partie. Malheureusement, il ne va pas être récompensé, l'ancien gardien du Stade Malherbe, puisqu'à la 88e minute, Plabennec revient à 4-1 grâce à Alex Noah Abogo. Qu'importe, Vire signe une superbe victoire qui propulse les Bocains en tête du championnat. Sentiment de fierté parce que quand on prend un petit peu les choses qui se sont passées avant le match, les conditions, un échauffement à peu près dans le noir,
un éclairage qui arrive à 18h pile. Et puis surtout en première mi-temps où on a la tempête contre nous. Donc les 2 buts, franchement, chapeau à l'équipe parce que voilà, avec je pense que des belles ressorties de temps en temps malgré le vent, ça nous a permis d'aller dans leur surface et de faire la différence. Maintenant on marque sur 2 coups de pied arrêtés, c'était un petit peu notre défaut depuis le début de la saison. Mais là ça nous réussit, c'est-à-dire que le travail il paye aussi offensivement et qu'on peut être une équipe joueuse, gentille, mais on peut faire peur aussi sur les coups de pied arrêtés offensifs. Et oui, avec des conditions de jeu peu évidentes, les Virois qui signent un gros coup en profitant notamment des autres rencontres, vous le verrez tout à l'heure, les Virois qui prennent la tête du groupe C, excellente performance pour les hommes du coach Robin Théo qu'on vient d'entendre et une fois encore on adresse notre sympathie, beaucoup de courage à Thomas Chenel, malheureusement blessé pour 2 longs mois, de nouveau malheureusement pour lui. Bon courage Thomas, on passe au groupe D désormais, là aussi beaucoup de rencontres reportées. L'US Alençon contre l'AG Caen, c'était censé être le derby normand du week-end, suite notamment au départ d'Arnaud Cormier du poste d'entraîneur de l'US Alençon. Il faudra attendre samedi prochain pour découvrir cette rencontre. Le SUDIF Cabourg devait préparer son match de Coupe de France face aux Tahitiens de l'AS Dragon, mais les Divets n'ont pas pu recevoir le FC Borgo. Le Grand Quevilly FC devait affronter l'INA Montlhéry, ça ce sera une rencontre qui aura lieu le 21 décembre. Et enfin, la réserve du Stade Malherbe n'a pas pu affronter Saint-Ouen. Le mode rendez-vous samedi prochain pour cette rencontre. Il y avait néanmoins 2 matchs dans ce groupe D. Et Thomas Bèze s'est penché sur l'une de ces 2 rencontres, le déplacement du CMS Ouassel du côté de la réserve du SC Bastia. Loin des tempêtes normandes et sous le soleil corse, le CMS Ouassel de Draman Dillin est opposé à la réserve du Sporting Club de Bastia. Et les choses vont bien débuter avec une première occasion pour les joueurs de Ouassel. Ce ballon dans la surface de réparation, la frappe qui est détournée en corner. Sur ce corner, justement, c'est un dégagement peu académique de la défense corse pour écarter le danger. Mais peu de temps après le premier quart d'heure de jeu, c'est l'ouverture du score des locaux par Maxime Blé, bien lancé en profondeur. 17e minute de jeu. Et l'attaque en corse qui vient tromper Axel Temperton lors de ce face-à-face. 1-0 donc. Quelques minutes plus tard, ce ballon qui est mal dégagé et le contre est favorable aux Corses avec un nouveau duel dans la surface de réparation, mais la frappe est trop croisée et vient frôler le poteau. Une première réaction des joueurs de Dramandine sur coup de pied arrêté avec ce coup franc qui est détourné et qui aurait pu tromper le gardien adverse, mais c'est la petite Madjer de Adama Sidibé qui vient tromper le gardien qui n'est pas exempt de tout reproche. On va le voir au ralenti, la petite Madjer et le ballon qui passe sous le malheureux gardien. Égalisation à 3 minutes de la pause. Au retour des vestiaires, les Corses qui vont mettre les bouchées doubles pour reprendre leur avantage. D'abord sur coup franc, puis ce ballon dans la surface de réparation après un bel enchaînement. La frappe qui est juste hors cadre et c'est sur un nouveau coup franc que le danger va venir, mais c'est repoussé et dégagé. Score final 1-1. Merci Thomas, on enchaîne dans ce débrief. L'autre rencontre du groupe D à vous montrer, c'est la réception par l'ASP Tétécan d'une réserve professionnelle, celle de la C Ajaccio, les joueurs de Laurent Dufour qui ont à se faire pardonner après leur lourd revers du côté de l'AS Chatou, 5-0. Alors comment est-ce que les choses vont se passer sur la pelouse du stade de la Hache? Eh bien vous le voyez déjà, ce sont les Ajacciens qui viennent taper la barre transversale de Laurie Le Vionnois. Les Ajacciens qui vont commettre néanmoins une grossière erreur là dans leur propre camp qui va permettre à l'ASP Tétécan d'ouvrir la marque, ou du moins le croit-on finalement, le drapeau qui se lève et les postiers qui ne peuvent pas profiter de ce superbe cadeau offert par la défense ajaxienne. Mais des cadeaux, vous allez le voir, il y en aura d'autres de la part des Corses, et notamment cette relance, cette transmission vers son gardien d'un des défenseurs qui fait office de passe décisive à Nicolas Camillo qui ne se fait pas prier pour ouvrir la marque. L'ASP Tétécan qui exploite
idéalement les erreurs adverses. Et en voilà une autre d'erreur sur ce tacle mal maîtrisé. C'est un penalty que peuvent récupérer les Canets. Et dans cet exercice, Paul Gervais à la 42e minute ne manque pas l'occasion d'offrir un break d'avance à la SPTT Caen, qui va donc rejoindre les vestiaires avec un petit matelas face à cette équipe de l'AC Ajaccio, dont il faut évidemment se méfier. Réserve professionnelle, on ne sait évidemment jamais à quoi s'attendre, mais ce sont les joueurs de la SPTT Caen qui vont faire mouche une nouvelle fois au retour des vestiaires, et cette fois Nicolas Camillo qui signe son doublé à la réception d'un coup franc mal négocié par l'arrière-garde corse. 3-0 pour les joueurs en jaune, et ce n'est pas terminé puisque c'est un véritable festival offensif que vont s'offrir les Calvadosiens. Ça combine bien, les Ajacciens manquent tout simplement de répit dans cette partie, et c'est Evan Olivier, on n'a pas vu le ballon complètement rentrer, mais Evan Olivier marque le but du 4-0. Ce n'est pas terminé, la défense adverse qui est encore perturbée par les mouvements, et Jawed Masrour qui à la 63e minute exploite ce ballon qui traîne et qui l'expédie en pleine lucarne de son pied droit. 5-0 la SPTT Caen qui va même tout réussir dans cette partie. Rien ne sourit à nos pauvres amis corses, puisque sur ce penalty, le Viennois est impérial. Même pas de réduction du score pour les Ajacciens, et ce sont même les joueurs de la SPTT Caen qui vont marquer le dernier but par Alex Quitté, son 3e de la saison à la 82e minute, après avoir perdu sur le score de 5-0 donc du côté de Château. Bien, la réponse est flamboyante pour les joueurs de la SPTT Caen qui s'imposent 6-0 et qui signent le carton du week-end. Excellente performance, oui, effectivement, des postiers. 6-0, on le verra tout à l'heure dans le bilan de ce week-end de National 3. Il fait du bien, ce résultat et ce score fleuve, même si rien n'est fait évidemment, puisque la SPTT Caen est toujours concernée, à l'heure où on se parle, par la lutte pour le maintien. Le FC Dieppe commence à s'en éloigner après 2 matchs remportés à la suite. Les hommes de Djilali Bekar ce week-end du côté du Pays du Valois, l'un des mal classés du groupe D, avaient pour objectif de signer la passe de 3 lors des premières minutes. Néanmoins, ce sont les joueurs locaux qui se montrent les plus dangereux. Il y a de la réussite dans la défense dieppoise qui, derrière, les Dieppois vont se mettre en ordre de marche. Il y a cette frappe qui flirte avec la barre transversale. On a quasiment la même dans la foulée. Ça manque encore de précision de la part des attaquants séno-marins. On croit à peut-être l'ouverture du score, en tout cas pour une partie du public, mais cette frappe du Pays du Valois lors du deuxième acte touche le petit filet extérieur. Les Dieppois qui vont finalement s'en remettre à la maestria d'un joueur qui revient en forme, Salim Diaby, à la 65e minute. Le Hareng qui expédie un joli tir imparable pour le gardien adverse. Dieppe sur de bons rails dans cette partie, et Dieppe qui va tenter d'enfoncer le clou, et sur ce centre, l'arrêt du gardien. Derrière, les Dieppois sont trop courts. Ils vont insister. Les joueurs de Djilali Bekar est passé tout près sur cette nouvelle frappe enroulée. Malheureusement, hors cadre de se mettre à l'abri, et à force de gâcher des occasions, ils vont finir par se faire rejoindre. L'œuvre d'Azzedine Toufiki qui permet au Pays du Valois de revenir au score. Azzedine Toufiki, qu'on connaît bien, qui était un joueur du Stade Malherbe à l'avant-garde récemment, qui permet donc au Pays du Valois de se remettre en ordre de marche. Les Dieppois, bien déterminés à repartir avec une 3e victoire, repartent à l'assaut. Ils ne sont pas loin sur cette occasion de s'en tirer et exploitent presque à merveille cette erreur de relance du gardien adverse. Ça passe au-dessus des cages. On est désormais au bout du temps additionnel. Salim Diaby est en possession du ballon. Alors qu'est-ce qu'il fait, Salim Diaby? Il expédie un centre magnifique sur la tête de Jules Dauvergne, qui parvient du bout du crâne à tromper le portier adverse. 2-1 au bout du suspense pour Dieppe, qui va donc bel et bien signer cette 3e victoire de suite. Superbe opération de la part des hommes de Djilali Bekar, vainqueur 2-1 du côté du Pays du Valois. Ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite le bilan de cette journée tronquée en National 3. On va regarder où en sont les équipes qui ont joué, celles qui n'ont pas joué. À commencer donc par le groupe C. Saint-Lô et Flers, privé de rencontre. Vire signe le gros coup, 4-1 à Plabennec, et profite notamment du revers de la réserve de Guingamp chez son homologue bretonne de Lorient. Vire est désormais seul en tête avec 19 points, et peu importe les matchs en retard, les Virois ne sont pas virtuellement leaders, ils sont bel et bien
leader. Vous voyez, quelques équipes à 9 journées, d'autres à 8 matchs joués. C'est le cas de Saint-Lô et du FC Flers qui sont les deux premières formations non relégables. Il y a vraiment un groupe serré, mais la plupart des groupes le sont, même après 8 ou 9 journées. Le FC Flers et donc le FC Saint-Lô qui devront bien négocier leur match en retard la semaine prochaine. Dans 2 semaines, ils seront en déplacement du côté du Stade Rennais et de Lannion. L'AF Virois aura un joli coup à faire du côté de Pierreconte en recevant l'US Fougères. Beaucoup de rencontres reportées, vous le voyez, le Stade Malherbe, Dives Cabourg, Grand-Queville, l'US Alençon contre l'AG Caen n'ont pas pu jouer ce week-end. Le gros coup est pour la SPTT Caen 6-0 et le CMS Oissel qui a ramené un match nul du côté de la réserve du SC Bastia. Ce résultat est positif pour le CMS Oissel qui reste à 1 point, qui se place à 1 point plutôt du leader Borgo qui n'a pas pu jouer du côté de Dives Cabourg, mais le SUDC et le CMS Oissel sont toujours aussi bien placés dans ce classement du groupe D. La SPTT Caen avec sa victoire prend 3 points d'avance sur une zone rouge où on retrouve l'AG Caen, l'US Alençon, le Grand-Queville FC. Et attention à l'AS Chatou qui se réveille, qui vient de gagner 2 matchs de suite. L'AS Chatou qui de toute façon est un relégable, un faux relégable peut-être, vu la qualité qu'on leur reconnaît à nos amis de Chatou. Vous voyez le programme de la 10e journée, notamment le derby CMS Oissel, Grand-Queville FC, derby normand, ASPTT Caen, US Alençon. Beaucoup de déplacements lors de la 10e journée pour Dives Cabourg, pour la réserve du Stade Malherbe et pour l'AG Caen du côté de Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà le programme pour le groupe D. On arrive au résultat du groupe E. Il n'y a eu qu'une rencontre de reportée, Sanois Saint-Gratien contre Saint-Quentin. Le gros coup du week-end est réalisé notamment par le FC Dieppe qui s'impose à l'extérieur comme Lille du côté de la JA Drancy. 3e victoire donc consécutive pour le FC Dieppe qui place les Diepois désormais à nombre de matchs joués égal à une petite unité seulement du sommet du groupe E. L'US Vimy et le LOSC qui restent co-leader devant Croix et Dieppe. C'est quand même néanmoins très serré dans la zone rouge. La réserve du RC Lens, l'Entente Sanois Saint-Gratien, le pays du Valois, la victime de Dieppe ce week-end. Il n'y a que la réserve de Valenciennes qui soit lâchée dans ce groupe E. Lors du prochain rendez-vous dans 2 semaines, Dieppe ne retrouvera pas encore le stade Jean Dasnias et devra se déplacer du côté de Charleville. Vous avez l'intégralité des rencontres sous vos yeux. Un coup d'œil désormais sur le classement des buteurs. Ça a légèrement évolué ce week-end, notamment en ce qui concerne le podium où Marc Conté a signé son 3e but personnel cette saison et revient à égalité avec Noah Mupemba. Et Thierry Lemaître, Mohamed Guilavogui sont rejoints par un autre joueur crédité de 2 buts, Zourab Sopromadze, auteur d'un superbe doublé du côté de Blois. Le gros coup de force en National 3 signé Matteo Mendy, auteur d'un doublé. Le voilà qui reprend 2 buts d'avance au sommet de ce classement des buteurs. Adama Sidibé a également marqué ce week-end. Il est crédité de 6 unités. Nicolas Camillo et Alex Quitté avec des buts ce week-end pour la SPTT Caen font désormais partie des joueurs crédités de 3 unités en championnat. Avant de se quitter, on fait un petit point sur les matchs reportés. Il y aura un débrief exceptionnel la semaine prochaine. Notez donc bien que ces matchs disputés le samedi 30 novembre prochain seront proposés dans le débrief du 2 décembre. Saint-Lô contre Milizac dans le groupe C de National 3, FC Flers Vannes dans le groupe D, la réserve du Stade Malherbe contre Saint-Ouen, le derby entre l'US Alençon et l'AG Caen. Enfin National 2 groupe B, le choc de bas de tableau à ne surtout pas laisser filer entre Granville et le Poiret. Survie, rendez-vous donc pour un débrief exceptionnel le lundi 2 décembre. Ce n'était pas prévu, mais on s'adapte aux circonstances. Merci d'avoir été fidèle une fois de plus à cet épisode du débrief. Merci à toutes les personnes qui ont contribué et qui nous ont abreuvé d'images et d'informations. Merci à Thomas Bèze pour s'être lui aussi adapté aux circonstances. Bon courage aux clubs qui seront concernés par le championnat la semaine prochaine et plus encore pour ceux qui disputeront un match de Coupe de France. On pense au SU Dives Cabourg, à Bolbec notamment. Et puis moi je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut!